échange. On va revenir en France pour parler prix du médicament, des prix qui s'envolent, 27 milliards d'euros en 2025, ce sont les derniers chiffres parus hier, avec des prix qui augmentent et un taux de remboursement qui lui aussi est en hausse. En 5 ans, c'est plus 20%, hein, quand même, ça devient un véritable sujet budgétaire. Ma première question, très simple, est-ce que ces dépenses sont sous contrôle? Est-ce que c'est normal, Thomas Grébine? La population vieillit, donc on pourrait se dire qu'il est aussi normal que le remboursement et le coût du remboursement des médicaments évolue aussi. Ouais, je pense que quand on parle du médicament, il faut voir ça à deux niveaux. Il y a un point de vue purement budgétaire et puis après, il y a le point de vue plus industriel. Du point de vue budgétaire, bon, c'est vrai que le prix du médicament augmente, enfin, le coût des remboursements liés aux médicaments augmente. Après, il faut quand même relativiser. On est autour de 12-15% des dépenses, des remboursements de l'assurance maladie. Si vous voulez un chiffre de comparaison, 60% des remboursements de l'assurance maladie, c'est les remboursements liés aux affections longue durée, les ALD. Donc c'est 10-12 versus... on voit les ordres de grandeur, effectivement. Versus les ordres de grandeur. Et on voit ensuite la difficulté, en effet, si on veut faire un effort sur ce déremboursement très partiel des médicaments. Il y a eu quelques tentatives dans le budget, François Bayrou. De passer de 1 à 2 euros ou de passer de la consultation de 2 à 4 euros, on voit que c'était très compliqué. Très fort résistance. Juste pour préciser, on a aujourd'hui en France le plus faible reste à charge de tous les pays de l'OCDE. On est à 10%. À peine, moins de 10%, me semble-t-il. Même. Et il y a près de un quart de la population, c'est-à-dire en gros 18 millions de personnes, qui ne sont pas soumis à ces restes à charge. Les personnes fragiles, les enfants, les femmes enceintes ne sont pas soumis à ce reste à charge. Donc on voit bien qu'il y a quand même une question. Bon, et l'autre point qui me semble encore plus important, c'est la très forte dégradation depuis 20 ans du secteur pharmaceutique en France. Ça, c'est la question industrielle, effectivement. La question industrielle qui me semble majeure et qui est liée à ce prix du médicament. C'est-à-dire qu'une des caractéristiques du secteur pharmaceutique, c'est qu'il vit sur fonds publics et que d'autre part, il y a un prix qui est régulé et qui est fixé en partie, enfin qui est fixé par le législateur. Et le problème, c'est que parce que la France cherche malgré tout à favoriser toujours le consommateur et à baisser un peu facialement le déficit de la sécurité sociale, en fait, on fixe un prix du médicament qui est très faible et beaucoup plus faible que. Oui, c'est ça. Les médicaments coûtent beaucoup moins cher en France que ailleurs en Europe. Et donc ça, c'est un problème d'un point de vue industriel parce que ça fait que c'est pas intéressant pour les grandes compagnies pharmaceutiques d'investir et de tester leurs médicaments en France. Ils vont plutôt le faire aux États-Unis. Et donc, on a, depuis une vingtaine d'années, une très forte dégradation de ce secteur. On était le premier producteur de médicaments au niveau européen il y a encore 20 ans. Aujourd'hui, on est entre le 6 et le 8e rang. Comme l'agriculture. Et pour la première fois, on risque d'avoir un déficit du secteur agroalimentaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas su prendre un virage technologique et industriel depuis 20 ans. On importe des molécules à haute valeur ajoutée, des molécules innovantes, et on exporte des vieilles molécules. Et on vend du Doliprane. Là, c'est très inquiétant. Et en fait, le risque aujourd'hui, c'est que Trump va encore aggraver ce problème européen. Pourquoi ? Parce que Trump, qui voit aussi qu'il y a un problème de prix du médicament aux États-Unis, il veut introduire une clause de la nation la plus favorisée. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le prix du médicament demain, notamment pour tous les remboursements, serait fixé en fonction du marché où le prix proposé est le plus faible. Oui. Et donc, par exemple, si demain une compagnie pharmaceutique met sur le marché un produit en France, comme le prix du médicament est très faible, ça va impacter directement le prix du médicament aux États-Unis. Donc demain, les grandes compagnies pharmaceutiques peuvent avoir intérêt, parce que le prix du médicament est trop faible en France, à ne pas le mettre sur le marché français. Et donc à ce qu'il y ait des molécules innovantes qui ne soient plus mises sur le marché français. Donc à risque qu'on soit moins bien soigné à l'avenir. À l'avenir, on sera moins bien formé, et c'est déjà le cas. Il y a certaines molécules innovantes qui ne sont plus mises sur le marché en France parce que le prix du médicament est trop faible. Comment ça fonctionne en Belgique, Roland Gillet ? Est-ce que c'est le même système de fixation des prix ? On a une fixation des prix, oui, ça c'est vrai, mais vous voyez par exemple, on parlait des 2 euros tout à l'heure, en Belgique c'est 7 euros, donc le remboursement, le solde à charge quand on a une visite médicale. Donc clairement on voit que c'est quand même x3, hein. Donc la France a évidemment des particularités qui font que, en Belgique on a essayé aussi de faire venir
des grands acteurs, c'est un nom GSK et ainsi de suite, notamment dans ma partie du pays, donc en Wallonie. Et donc, on a pas mal de leaders médicaux. On a des filières comme CB qui se développent. C'est beaucoup sur justement des molécules innovantes. Donc, on prend quand même attention à ne pas les tuer ou à ne pas les faire se délocaliser. Mais le problème est, d'une certaine manière, le même. Ce que je trouve en France, c'est que c'est vraiment très étatisé. Donc, les prix, c'est essentiellement l'État qui les fixe, et peu des discussions avec des experts ou avec des besoins nécessairement associés. Alors, je ne dis pas qu'il y a des médicaments qui n'ont pas de besoin, mais ça veut dire qu'on est quand même dans une logique très étatique, un peu comme un bureau du plan, et effectivement, dans une concurrence mondiale, ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord. Et le plus grand danger aussi, c'est que vous avez vu, aujourd'hui, on a de nouveau, c'est comme le système des pensions avec la répartition par rapport à la capitalisation. Aux États-Unis, il faut savoir que la concurrence, elle se fait aussi entre des assureurs qui, eux, déjà, sont très, puisque la majorité des gens ont une assurance privée, s'ils veulent vraiment être couverts convenablement, c'est ces gens-là qui négocient le prix du médicament. Et maintenant, Trump vient s'ajouter en disant « je le trouve encore trop cher ». Donc, clairement, ce n'est pas du tout les mêmes logiques. Donc, il faut regarder le processus de fonctionnement depuis le consommateur jusqu'aux industriels derrière qui font les molécules. Jean-Marc, expliquez-nous comment on fixe le prix des médicaments, parce qu'il y a plusieurs acteurs autour de la table. Absolument. Donc, est-ce que vous pensez de ces deux logiques, mais concurrence ou factuellement, je reprends d'ailleurs une formule que je dois à Alain Madelin quand nous en avions parlé à l'époque où il venait dans cette émission. Il disait, c'est pas un prix, c'est un tarif. C'est quelque chose qui est fixé effectivement par une autorité. Et alors, c'est pas le législateur en fait. Le médicament, il y a d'abord une première phase qui est l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, qui est donnée par le ministère de la Santé. Et ensuite, le prix est fixé sur la base des travaux d'un comité qui s'appelle le Comité économique des produits de santé, qui est présidé en ce moment par une énarque, évidemment. Énarque qui a fait toute sa carrière à la direction de la concurrence et de la consommation. Alors, je ne vais pas critiquer puisque il y a pire comme cursus honorum. Oui, je ne vais pas critiquer puisque le prédécesseur était un administrateur de l'INSEE. Bon. Je ne vais pas critiquer le choix que l'on fait des gens à la tête de cet organisme. Mais quand vous regardez la composition de ce comité, vous apercevez que le grand absent, c'est quand même le pharmacien. Il y en a des pharmaciens, mais vous avez tous les bureaux possibles et imaginables de l'administration française qui participent aux travaux de ce comité. Donc, vous avez la direction de l'industrie, qui s'appelle plus comme ça maintenant, mais qui vient défendre la nécessité de préserver l'innovation. Vous avez la direction de la concurrence. Et puis vous avez 2 ou 3 pharmaciens que l'on traite un peu avec une forme de distance, en disant c'est Monsieur Homé, vous savez, Monsieur Homé, le pharmacien de Flaubert, le pharmacien. Bon, bref. Le résultat, c'est qu'effectivement, on arrive à des systèmes de prix qui sont relativement aberrants, avec surtout 2 idées fortes qui sont le problème, à mon avis, de la sécurité sociale. Le problème, c'est que la sécurité sociale doit être un système de solidarité, quel qu'en soit le prix. Et deuxième chose, c'est que le véritable problème de l'économie française, ce sont les charges. Les charges, effectivement, il y a des impôts, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Et puis les charges, c'est des cotisations. Et on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que la santé est devenue un produit qui n'a plus de véritable prix dans la réalité économique, pour 2 raisons. Parce que les prix qui sont affichés, les tarifs sont fixés de façon administrative par notamment des comités divers et variés. C'est la même chose pour l'hôpital. Et la deuxième chose, c'est que les gens ne paient plus rien et n'ont plus aucune conscience de ce qu'ils paient. Et non seulement ils n'ont plus... Qui n'a pas de prix, n'a pas de valeur. Et n'ont plus conscience de ce qu'ils paient, mais on n'arrête pas de dire, écoutez, les cotisations sont trop importantes. Il faut encore augmenter les salaires. Le résultat, c'est qu'on a une sécurité sociale qui est en déficit systématiquement et une sécurité sociale qui est de plus en plus entre les mains de l'État. C'est-à-dire la logique ultime du plan Juppé, c'est l'ONDAM, dont les médicaments représentent environ 10%. C'est l'ONDAM, c'est l'État, c'est le législateur, c'est la puissance publique qui détermine le droit à être malade. L'ONDAM, on rappelle, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'est-à-dire qu'on décide en amont que vous aurez le droit d'être malade dans l'année à venir. Ce que j'ai compris de l'économie, c'est que le véritable régulateur, quand il y a un véritable problème, quand il y a des difficultés à déterminer un prix, c'est la concurrence. On en revient à la première partie de l'émission. Oui. Et donc je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est de dire... Le système qui était le système du Conseil national de la résistance, la solidarité, tout ça, il faut en parler avec des trémolos dans la voix, simplement se souvenir qu'à l'époque, Maurice Thorez disait « il faut produire avant de revendiquer », et puis on retient ça de cette période-là et on passe à autre chose. Le système par les partenaires sociaux, il a été
emporté à partir des années 80 dans le déficit, les tentatives de reprise en main par Raymond Barre ayant échoué, et on a choisi l'étatisation. Le bilan, c'est qu'on a des prix du médicament qui sont totalement absurdes sur le plan économique et industriel. On a des gens qui continuent à dire qu'il faut achever la sécurité sociale en baissant les charges sociales, et on a des dépenses de santé qui sont relativement importantes par rapport aux services rendus si on le compare à nos pays voisins. Bon. Donc je pense qu'il faut passer à une autre phase, la concurrence, et la concurrence, elle sera portée par des compagnies d'assurance. Compagnies d'assurance, donc c'est ça. Donc système plutôt inefficace, il faut de la concurrence. Thomas Grabine. Vous avez posé la question, est-ce que le système est hors de contrôle ? Il faut voir que même en ne faisant rien en 2026, les dépenses de santé, elles devraient augmenter de 10 milliards. Oui. En ne faisant rien. Si on n'a pas de loi de financement de la Sécu pour limiter l'augmentation des dépenses, c'est plus 10 milliards de temps un chiffre pour rendre compte de l'ampleur des enjeux. On estime qu'en 2030, il y aura 40% des Français qui pourraient être atteints d'une maladie chronique. 40% des Français. Oui. Donc on voit déjà aujourd'hui les dépenses d'affections de longue durée, 60% des remboursements de la sécurité sociale, de l'assurance maladie. Qu'est-ce que ce sera dans quelques années ? Donc il y a véritablement urgence à essayer de trouver des solutions pérennes d'un point de vue financier. Et puis juste un point sur le marché du médicament. Trump, il a un point qu'il avance souvent, c'est que ce sont les États-Unis qui financent la recherche médicamenteuse mondiale. Et ça, je pense que c'est en partie vrai. C'est-à-dire que nous, Européens, on voit du point de vue du consommateur et on critique toujours le prix du médicament aux États-Unis. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, dans le marché du médicament, c'est plus de 50% aux États-Unis. Et que nous, par exemple, nous, Français, on pèse que 3% du marché du médicament au niveau mondial. Oui. Donc on ne pèse quasiment rien. Et quand vous voyez les grands investissements de recherche et de développement, c'est aux États-Unis et de plus en plus en Chine. Vous prenez un indicateur, les mises sur le marché des nouvelles molécules. Avant, l'Europe était presque toujours devant. Maintenant, c'est d'abord les États-Unis et la Chine, et l'Europe vient derrière. Donc ça aussi, c'est un autre signal qui est très inquiétant. Encore un signal du déclassement européen. Roland. Et par rapport à ce qui a été dit, et un peu en résumant, mais c'est sûr qu'on peut trouver des avantages dans le système français, dans le système belge, dans certains systèmes, mais il y a un avantage sur le système avec des assureurs, c'est que le coût, on le voit très vite, parce que ces sociétés sont viables ou pas. Tandis que les États, avec le fait que c'est noyé dans l'ensemble des dépenses de l'État, même si la sécurité sociale dérape en France et dans d'autres pays, mais ça porte un autre nom, c'est le reste du budget qui a tendance quand même, ou la dette, encore vu cette année, à le faire. Quand vous fonctionnez avec des entreprises privées, qui sont des assureurs, il y a deux solutions. Ou ça tient, ou ça casse, et alors il faut les sauver. Mais ça se voit beaucoup plus s'il faut les sauver. Donc ici, il y a la concurrence, mais il y a aussi la manière de l'organiser. Et je pense que ici, avec des assurances, regardez, un autre pays qui pourtant est un pays qui est aisé, la Suisse, c'est aussi avec des systèmes des assurances. Mais je vois des gens qui sont pourtant des gens à revenus modestes qui sont bien contents d'avoir des couvertures complètes en ayant pris les options qu'ils choisissaient. Vous pouvez décider à un moment donné que vous prenez la première, la deuxième, la troisième option. Mais si vous voulez une couverture complète, et c'est ça aussi qu'il faut voir, c'est que l'avantage d'avoir des assurances, c'est que vous prenez des options. Dans l'autre côté, vous avez un système vous n'avez pas le choix. Et vous vous retrouvez à certains moments, et c'est vrai dans mon pays comme dans d'autres, où quand vous arrivez aux urgences un 31 août, vous voyez le fait que, ayant déjà difficile ailleurs, on a difficile là également. Et donc, c'est aussi, en dehors même des médicaments, même sur les soins, que ça sera d'autant plus difficile de conserver cet équilibre si on n'a pas un système quand même privé à côté qui permet à des gens de se couvrir comme ils le veulent, un peu à la carte finalement. Moi, j'insiste encore une fois sur une chose, c'est que la stratégie qui a été adoptée en 1995 avait comme objectif, dans le plan Juppé, d'équilibrer les comptes de la Sécu, et l'étatisation a conduit à la gestion démagogique de la Sécu avec le discours « les charges sociales sont trop élevées ». Je pense que la question qui se pose, c'est quel est le prix, et un prix, ça doit se répercuter sur le fait que ça doit être payé par le gens qui utilisent ce prix, et donc sinon ce sont ce que Jacques Rueff appelait des faux droits. Je disais off, mais je suis prêt à le dire à l'antenne, la parole célèbre de Saint-Paul, tout travail mérite salaire, est suivie par une phrase après, toujours Saint-Paul dit tout salaire réclame travail. C'est-à-dire tout le fait d'avoir accès à la sécurité sociale gratuitement, ça réclame effectivement du travail, de la production et un effort qui n'est pas forcément sous la forme immédiatement monétaire, mais qui est sous la forme de la capacité à générer la richesse dont on a besoin pour payer ses dépenses de santé. Oui, mais Jean-Marc, est-ce que le travail paie encore aujourd'hui ? Vous m'amenez parfaitement au dernier sujet du genre. Un dernier mot, Roland, peut-être, mais rapidement. Mais avec ce que Jean-Marc dit là, oui, mais derrière, qu'est-ce qui se passe ? Puisqu'on ne fait pas ça,
il y a donc quelqu'un qui paie. Quelqu'un d'autre qui paie quand on n'applique pas ça. Oui, et donc, c'est de voir aujourd'hui les déficits récurrents de la sécurité sociale dans le budget de l'État. Mais qui paye, qui bénéficie, qui en bénéficie. Encore une fois, parce que là, on va partir sur le débat. C'est celui qui va être obligé de gérer la dette des jeunes actifs face aux seniors. C'est pas les jeunes actifs, c'est plutôt les jeunes bébés qui ne sont même plus en train d'apparaître. C'est vrai aussi, ça nous amène